Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux ce soir à être là près de Françoise Armand pour cette conférence. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir. Je suis Marie-Françoise Torrent, je suis l'adjointe de la vice-doyenne au développement et à la formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Et c'est avec un pur bonheur que je suis là aux côtés de Françoise Armand pour cette conférence qui vous est offerte grâce à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle du ministère de l'Éducation. Cette rencontre, comme vous le voyez aujourd'hui, est enregistrée et le lien sera déposé dans votre dossier personnel Continuum. Vous pouvez aussi poser vos questions grâce à l'icône questions-réponses et c'est la professeure Catherine Gosselin-Lavoie qui gérera vos questions et qui les posera en fin de conférence à Madame Armand. Et je cède très, très rapidement la parole à celle que vous attendez, c'est-à-dire à Françoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Alors, écoutez, bonsoir, parce que le terme, à cette heure-là, c'est vraiment bonsoir à tous et à toutes. Avant tout, écoutez, je vais vous remercier d'être là. Vous remercier sincèrement d'être là. Vous avez vraisemblablement votre journée de travail dans le corps. Et on sait que les journées de rentrée comptent double, voire triple. Et vous trouvez encore le temps, l'énergie, l'engagement, la motivation pour assister à cette heure de présentation. Alors, vraiment, c'est réjouissant de savoir que nous sommes autant d'acteurs engagés. En dépit de tout ce qu'on lit dans les journaux, il y a du beau monde en éducation. Alors donc, Françoise Armand, professeure titulaire en sciences de l'éducation, j'œuvre depuis quelques années dans le domaine du plurilinguisme et plus récemment, plus précisément sur le domaine du préscolaire. Et petit détail que je me permettrai d'ajouter, je suis officiellement à la retraite depuis 15 jours. Depuis le 1er septembre, je suis à la retraite. Alors, on voit visiblement que c'est un concept que je ne maîtrise pas très bien, puisque je suis là avec vous, et que tant que j'ai ce plaisir immense, on ne ferme pas la porte à 42 ans d'engagement en éducation d'un jour à l'autre. Alors, je suis très heureuse d'être là. Alors, je vais maintenant partager mon écran et nous allons commencer. Donc, voici. Est-ce que Catherine, pourrais-tu me rassurer que tout est beau, qu'on voit bien l'écran? Tout est beau, on voit bien l'écran. Alors, parfait. Donc, on va parler ce soir de développement langagier à l'éducation préscolaire. Je rappelle que c'est grâce au soutien de la DILEI que cette conférence est offerte. Et aussi, elle va être l'occasion de vous parler encore, certainement pour certains, je l'espère, vous en avez entendu parler de Elodil, qui est un site qui permet de regrouper tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années avec un nombre consistant d'enseignantes, de conseillères pédagogiques, de cadres, de partenaires du ministère de l'Éducation. Donc, c'est certainement un boulot d'équipe et grand merci à toutes et à toutes. Elodil existe pour faire la preuve de ce qui se passe dans les milieux scolaires, mettre en valeur les réalisations des enseignantes et des conseillères pédagogiques. Alors, je me permettrai de faire un petit clin d'œil, comme je mentionnais mon départ à la retraite. La relève universitaire est bien là. J'avais envie de nommer explicitement Marie-Paul Laurie, qui est maintenant professeure à l'Université de Toronto, Catherine Ménard, qui est professeure à l'Université de Laval, et tout récemment Catherine Gosselin-Lavoie, qui vient d'être embauchée à l'Université de Montréal. C'est la relève, c'est du monde avec qui, c'est de belles étudiantes qui ont maintenant leur pleine expansion comme professeurs et collègues. Donc, la relève est là. Alors, on va parler de quoi ce soir? Bon, celles qui auraient eu l'occasion de m'entendre parler, écoutez, ce ne sera pas nécessairement nouveau, mais on va continuer à planter des clous importants par rapport à l'éducation inclusive et l'éducation interculturelle. Et comme le dit un collègue de Manchester, de l'Université de Manchester, Mel Enscoe, nous devons créer des systèmes éducatifs qui fassent de la diversité un atout et où chaque élève ait la même importance. Oui, ceci étant dit, comment est-ce que nous allons le faire? Et c'est la grande chance, la grande opportunité de ce qu'on a fait avec Elodil, c'est qu'on a des pistes de solutions. On était dans les classes, on a mis en valeur ce que les enseignants, encore une fois, ce que les enseignants font. Alors, je m'adresse ce soir aux enseignantes et enseignants des milieux pluriethniques et plurilingues avec une mission, un mandat, comment soutenir l'apprentissage du français
tout en légitimant les langues maternelles et les autres langues des apprenants bi-plurilingues en émergence. C'est vraiment notre credo, c'est vraiment notre façon de concevoir le soutien à l'apprentissage, un soutien à l'apprentissage qui légitime le déjà là, qui s'appuie sur le déjà là. Cette présentation s'adresse également aux enseignants qui œuvrent auprès de tous les enfants à travers le Québec à l'éducation préscolaire, pas seulement donc en milieu pluriethnique et plurilingue, des enfants francophones à travers le Québec. Avec quel objectif? Favoriser l'ouverture à la diversité linguistique et globalement le développement du langage, notamment de ces fameuses capacités méta qui permettent de soutenir ce développement. Alors au menu, les élèves issus d'immigration, rapide portrait. Apprendre une langue seconde, étapes et conditions facilitantes. 3, légitimer le bagage linguistique et culturel, éveil aux langues, ouverture à la diversité linguistique. Et 4, notre dernier et beau bébé, que j'ai vraiment à cœur de vous présenter in extenso, les albums plurilingues Elodie qui portent justement sur ce développement du langage. Alors, portrait rapide des élèves issus d'immigration, je ne vous lirai pas tout, vous aurez accès à la présentation, tout simplement de rappeler qu'un élève québécois sur 4 est issu de l'immigration. C'est un nombre consistant, c'est donc une réalité à laquelle je ne vais pas dire confronté, c'est une réalité avec laquelle on doit vivre, c'est tout simplement. Sur l'île de Montréal, en ce qui concerne les langues maternelles, les élèves dont la langue maternelle déclarée n'est ni le français, ni l'anglais, ni une langue autochtone représentent 43% des effectifs scolaires. Là encore, une réalité très forte de la présence d'élèves qui sont en apprentissage d'une autre langue, du français. La diversité linguistique, elle est bien au rendez-vous avec plus de 180 langues maternelles déclarées et se pose la question de sa prise en compte dans les milieux scolaires francophones. Alors, un petit détail important en ce qui concerne l'île de Montréal. Les données qui concernent la déclaration des langues maternelles à travers le formulaire du CEGETESIM, le Centre de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, eh bien, ce formulaire, il ne permet la déclaration que d'une seule langue maternelle. Donc, ça pose vraiment des questions aux parents qui arrivent en ayant le français, une autre langue, voire 3 langues. Alors, on n'a pas toujours une vision exacte des maîtrises, du bagage linguistique des élèves qui sont dans nos classes. Alors, je vais vous en donner tout de suite un exemple que j'aime beaucoup. C'est donc dans une école pluriethnique et plurilingue, et ça va mettre en valeur une élève à qui on va demander combien de langues tu parles, et on est déjà au cœur du projet Elodie, c'est-à-dire la valorisation de la diversité linguistique. Oups. Il utilise des mots étrangers tu me confirmes que ça va? Pour dire papa et maman. Ah. Qui peut me dire papa dans une autre langue? Papi. Papi? C'est dans quelle langue, papi? Dans espagnol. Espagnol, papi? Daddy. Daddy? Ça, Et daddy, c'est dans quelle langue? anglais. En anglais? Papa. Papa? Et papa, c'est en quelle langue? Chinois. En chinois. Est-ce que tu trouves que papa en français et papa en chinois, ça se ressemble? Oui. Pas beaucoup, hein? Dans ma langue, c'est la même. C'est la même, c'est papa. Papa. Oui. Papa. Et maman, c'est maman. Maman. OK, c'est en quelle langue, maman? Espagnol. Espagnol. En hindou, on dit le papa le même, mais maman, c'est différent. Mamie. Mamie. Oh, que c'est intéressant. Moi, j'apprends à parler des nouvelles langues avec vous. En Punjabi, c'est mamie. Il y a I en Punjabi, mais en hindi, c'est mamie. Oh, c'est très intéressant. 5 langues, je sais un peu. Et les restes, 4, j'ai pas tout. C'est le premier Punjabi, hindi, urdu et anglais. C'est les 4 que je sais tout. Le français, je ne sais pas tout le français. Kannada, On est vraiment au cœur de notre approche, Elodie. Comment faire en sorte qu'une enfant se sente valorisée
riche de toutes ces langues. Et on voit visiblement que le cerveau fonctionne, fait des liens, compare. On voit qu'elle prend sa place au cœur de la classe. Et pour la petite histoire, et croyez-le, c'est une vraie histoire, c'était une petite fille qui était en périphérie des interactions et qui ne se mettait pas nécessairement en valeur. Et à travers ce projet Elodie, elle a pleinement pris sa place comme personne apprenant le français langue seconde, en plus des 4 autres langues qu'elle parle, une future ambassadeur citoyenne du monde. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Alors, donc, ces élèves issus de l'immigration, les écoles maternelles du Québec, dans l'ensemble, accueillent un nombre non négligeable de jeunes enfants dont la langue maternelle est autre que le français, on parle de 14%, et dans les 5 centres de services francophones de l'île de Montréal, ça touche 40%. Donc, encore une fois, c'est une réalité. Quelles sont les pratiques susceptibles de les soutenir adéquatement, en particulier lorsqu'ils sont présents dans les classes ordinaires, ce qui correspond à la majorité des situations. Certains vont dans des classes d'accueil, mais la majorité se trouve dans les classes ordinaires. Alors, comment intervenir? Je tiens à mettre de l'avant le travail qu'on a fait avec la CSMB, j'ai encore le droit de dire Commission scolaire Marguerite Bourgeois, à travers des chantiers de formation continue. On a mené pendant 4 ans 2 chantiers de formation continue et avec le travail, la collaboration des conseillères pédagogiques de la CSMB, on a produit ce prisme, ce triangle pour formaliser la façon dont l'enseignant peut questionner ses interventions. Comment soutenir l'apprentissage d'une langue seconde? C'est avoir à cœur, tout au long de sa pratique dans la journée, de penser à 3 éléments pour bonifier sa pratique, l'adapter à la réalité de la présence de ses enfants en apprentissage d'une langue seconde. Donc, ce prisme, il comprend 3 sommets. Le premier, et on va y revenir beaucoup, c'est cette notion de légitimer le bagage linguistique et culturel des enfants à travers des approches d'éveil aux langues, d'ouverture à la diversité linguistique, la légitimation des langues maternelles, comme on l'a vu dans la vidéo, plus largement ce qu'on appelle des approches plurilingues. Donc ça, c'est vraiment une affirmation forte. On apprend une langue quand on peut s'appuyer sur son bagage antérieur. Le deuxième, ça ne va pas vous étonner, apprendre une langue seconde, ça passe par un soutien massif, passionnel par rapport à l'apprentissage du vocabulaire. Vous souhaitez amener ces élèves à se passionner pour l'apprentissage des mots en français et en faisant des liens avec leur langue maternelle, bonifier vraiment leur bagage. Et le troisième, écoutez, ce n'est pas un grand scoop, on apprend une langue en la parlant et donc mettre en place dès le préscolaire un maximum d'activités qui vont susciter les interactions orales, qui vont susciter le développement de la compréhension orale de récit et des activités qui vont susciter le développement des habiletés narratives. Donc voilà, le cadran, le prisme, il est là. La légitimation du bagage linguistique de l'enfant, le soutien à l'apprentissage du vocabulaire et les interactions orales, la compréhension, la production, les habiletés narratives. Alors, plus précisément, on va faire une petite présentation rapide. Vous savez qu'il y a un baccalauréat complet sur l'apprentissage d'une langue seconde. Alors, un petit exercice, un petit condensé de ce baccalauréat. Quelles sont les étapes et conditions facilitantes pour devenir un biplurilingue, apprendre une langue seconde? Alors, j'aime bien revenir à la base et nous rappeler que ces petits bébés humains, eh bien, ils naissent avec une particularité que n'ont pas la plupart des autres animaux, parce que jusqu'à un certain point, rappelons-nous que nous sommes des animaux parmi d'autres. Eh bien, les petits animaux et bébés humains, ils naissent avec un LAD, ainsi que l'a mis en évidence Chomsky. Le LAD, c'est le Language Acquisition Device. C'est donc un dispositif inné avec lequel naît chaque enfant, qui va lui permettre de comprendre et de reproduire toutes les langues de l'humanité, selon le pays où il se trouve, selon le milieu familial dans lequel il se trouve. Il va donc découvrir le monde et le langage à travers une langue donnée, voire 2, on le verra un peu plus tard. Et c'est à travers donc cette langue donnée qui va s'approprier les fonctions du langage, qui va commencer à prendre sa place comme locuteur, être capable de comprendre et de s'exprimer, de faire des demandes, de remercier, d'exprimer sa colère, d'exprimer son amour, d'exprimer tout ce qu'il veut, ce qu'on appelle les fonctions du langage. Et encore une fois, tous les enfants, sauf cas physiologiquement, sauf des difficultés physiologiques fondamentales, tous les enfants naissent avec ce dispositif inné et on considère que les enfants sont donc des génies plurilingues. Alors, ce génie plurilingue, la stimulation de ce dispositif inné, il va se jouer à travers
les interactions avec la famille ou la communauté proche. Évidemment, pour activer ce dispositif, il faut que l'enfant bénéficie d'interactions de qualité. Interaction de qualité, ça passe par l'étayage. On ne parle pas à un bébé de la même façon qu'on va parler à une personne adulte. On va adapter son langage, le fameux baby talk, le langage bébé. Et on va lui poser des questions, on va l'amener à raffiner. On va donc, à travers ces interactions de qualité, lui permettre, encore une fois, de développer sa langue maternelle, sa langue première. Et un dernier point important, interaction, étayage, des liens affectifs. Ne jamais oublier, pour qu'un enfant ait envie de parler et envie de vous écouter, il faut qu'il y ait un lien affectif. Il faut qu'il sente qu'il ait sa place, qu'on a envie de l'écouter, qu'on a envie de prendre le temps de comprendre ses premiers balbutiements, ses premiers essais de langage. Le lien affectif est déterminant pour apprendre le langage. Il faut toujours le rappeler, c'est important. Alors cet enfant, il va passer du réceptif au productif. Évidemment, il va beaucoup écouter, s'imprégner avant de commencer à produire, mais ça va venir assez rapidement, les premiers blablabla. Quel plaisir! Quel plaisir avec nos bébés, avec nos enfants, de découvrir ces moments de passionnant dialogue autour du babebi-bobu. Alors, encore une fois, cette langue maternelle, cette langue première, l'apprentissage va se dérouler, c'est une façon de le conceptualiser ici qui a du sens. L'enfant va commencer à maîtriser, à développer ce qu'on appelle l'oral contextualisé. C'est l'oral du face-à-face. L'enfant et son locuteur partagent un environnement commun et familier, partagent des référents communs qui vont faire que le message passe grâce à l'appui du non-verbal, l'appui, encore une fois, de tout ce qui est autour. Petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant développe a une plus grande maîtrise de la syntaxe et du vocabulaire, il va développer ce qu'on appelle l'oral décontextualisé, c'est-à-dire qu'il est capable de faire passer un message sans avoir à montrer l'objet, sans avoir à faire référence avec son locuteur à un souvenir commun. Il peut parler du passé, il peut parler du futur, donc on est dans la décontextualisation, on sort du face-à-face. Et la maîtrise peu à peu de cet oral décontextualisé va aussi permettre de développer l'écrit qui, par excellence, a aussi une grande dimension de décontextualisation. Ce développement du langage, il va s'appuyer sur le méta. Alors, on ne parle pas de Facebook ici, là, le nouveau nom de Facebook. Le méta, on parle du métalinguistique, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'enfant d'observer sa mise en œuvre du langage. Donc, il observe comment le langage fonctionne, il fait des comparaisons, et plus l'enfant est capable de développer ses capacités d'observation, mieux il va apprendre le langage. Donc c'est un effet boule de neige, il parle, il commence à comprendre comment ça marche le langage, et il développe encore davantage son langage. Tout ça dans un contexte d'une langue première, d'une langue maternelle. Qu'est-ce qui se passe en situation de bilinguisme simultané? Eh bien, l'enfant, il a 2 langues maternelles, 2 langues premières en termes d'ordre chronologique. Et dans chacune des 2 langues, eh bien, il va développer cet oral contextualisé, donc le face-à-face, l'oral décontextualisé, fondé sur une plus grande maîtrise de la syntaxe et du vocabulaire, et il va pouvoir, selon les cas, s'approprier l'écrit dans l'une ou les 2 langues à la fois. Bilinguisme simultané. Dans le cas de ce qu'on appelle le bilinguisme successif, et on évoque le bilinguisme successif après que l'enfant a développé sa compréhension fondamentale de comment marche le langage, on parle de 3 ans et plus. Mais bon, les psycholinguistes se chicanent encore là-dessus. Mais bilinguisme successif, il a appris une première langue et il en développe une deuxième. Et ça peut se jouer donc à partir de 3 ans, mais jusqu'à 90 ans, on peut continuer à apprendre une langue. Et je rappelle rapidement que ça a un effet positif pour limiter les symboles, l'apparition de symptômes de dégénérescence cognitive. Apprenons des langues tout au long de notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans une situation de bilinguisme successif? Eh bien, l'apprenant, dans un contexte donc, de FL2, français langue seconde, va de nouveau avoir à s'approprier l'oral contextualisé, l'oral décontextualisé, et dans la situation au Québec où il est scolarisé en français langue seconde, il va aussi évidemment apprendre l'écrit en français langue seconde. Donc, il va continuer, dans le meilleur des cas, à développer sa langue maternelle, il va être scolarisé et apprendre le français langue seconde. Ceci va l'amener à développer une compétence plurilingue. Alors, c'est important à ce moment-là de tenir compte du bagage linguistique. Pourquoi? Parce que dans le développement de cette compétence plurilingue, eh bien, notamment au début de son apprentissage, l'apprenant va s'appuyer sur ce qu'il connaît dans sa langue première.
Il va donc faire des transferts. Il n'a pas à réapprendre, par exemple, les fonctions du langage. Il sait que dans toutes les langues, il a compris que dans une langue, on peut exprimer différentes fonctions, encore une fois, remercier, demander, exprimer amour, colère et tout ce qu'on veut. Donc, il sait que la fonction du langage existe et il veut se donner les moyens de le faire à travers un autre code dans le français langue seconde. Donc, il va faire des transferts positifs, des congénères, par exemple, donc ces mots amis qui sont les mêmes dans des langues différentes, qui sont sensiblement la même forme, parfois la même sonorité, qui ont la même sonorité, la même graphie, et qui existent aussi dans la langue seconde. Alors, au fur et à mesure que l'apprenant est en contact avec la langue seconde, il va développer une compréhension provisoire de comment marche la langue seconde. Il va donc développer des interlangues jusqu'à développer sa maîtrise de la langue seconde. Alors, au cours de cet apprentissage, on va observer deux types d'erreurs, des types d'erreurs qui sont de type interlingual, quand elles sont dues à un transfert négatif de la langue première, un anglophone qui va vous dire « je suis 10 ans » parce que dans sa langue, c'est « am 10 ». Et on va aussi observer des erreurs intralinguales qui sont les mêmes erreurs que commet un apprenant dans sa langue maternelle. Ils sont t. Un francophone pourrait nous dire ça, ils sont t. Eh bien, un apprenant de langue seconde est susceptible de réaliser aussi ce type d'erreur intralinguale. Alors, on a du boulot pour amener nos apprenants à développer des compétences qui vont leur permettre de suivre adéquatement leur scolarité en français langue seconde, puisque la recherche tend à montrer que l'oral contextualisé, donc se débrouiller en face à face avec des repères partagés, ça prend 1 à 2 ans. L'oral décontextualisé et surtout l'écrit, ça peut prendre 5 à 7 ans. Donc, ils ont besoin d'un soutien particulier. C'est des chiffres très, très larges, mais c'est de nous rappeler qu'apprendre une langue, ça ne se fait pas sur un coin de table, ça ne se fait pas en 1 an en classe d'accueil, c'est un processus à long terme. Je suis encore en train d'apprendre et le français et aussi l'anglais. On apprend sans fin, c'est ça qui est beau chez l'humain, on apprend sans fin. Alors, concept clé. Donc, encore une fois, je vous dis, je fais un condensé de baccalauréat en langue seconde. Alors, j'ai appelé ça les concepts clés de la première génération avec lesquels j'ai été familiarisée, notamment tous les travaux de Cummins et Lambert. Et je compte sur la relève que j'ai mentionnée dans la première diapo pour vous parler des concepts clés de 2e et 3e génération. Donc, ces concepts de translanguaging et de compétences plurilingues. Je laisserai Catherine Gosselin, Marie-Paul Laurie, Catherine Ménard vous répondre sur ces concepts clés 2e génération. Il reste que les concepts fondamentaux développés par Cummins ont vraiment mis la table pour une meilleure compréhension et une plus grande ouverture à la réalité des apprenants en langue seconde. Alors, ces concepts clés, c'est la double échelle, le double iceberg, et aussi du côté de Lambert, la notion de bilinguisme additif et soustractif. Donc, rapidement et efficacement. La double échelle, donc d'un côté la langue maternelle, de l'autre côté la langue seconde que l'apprenant est susceptible d'apprendre, et que nous dit Cummins, il nous dit que le niveau de compétence qu'un élève est susceptible d'atteindre en langue seconde est tributaire du niveau atteint dans sa langue maternelle au moment où il commence l'apprentissage de la L2. On reformule, ça veut dire que plus j'ai une tête bien faite dans ma langue maternelle, plus ça sera facile d'apprendre la langue seconde, parce que je vais pouvoir faire des transferts. Et les transferts, ils existent, parce que fondamentalement, c'est la représentation que Cummins a développée, le Common Underlying Proficiency. Il mentionne que c'est une double iceberg, il y a une surface. En dessous, il y a des compétences cognitivo-langagières qui sont présentes dans toutes les langues. Être un bon lecteur, c'est quelle que soit la langue, une fois qu'on a maîtrisé suffisamment des éléments linguistiques de la langue, le vocabulaire et la syntaxe. Donc, en dessous de la ligne de flottaison, dans quelles que soient les langues, il y a des compétences cognitivo-langagières. Et ensuite, spécifiquement à chacune des langues, il y a des traits de surface qui existent dans la langue maternelle et la langue seconde. Donc, évidemment, en dessous, existe la possibilité de faire des transferts. Ces transferts, dans quelles conditions vont-ils pouvoir se réaliser? Dans quelles conditions l'apprenant va-t-il pouvoir faire jouer tout son cerveau? Ça nous ramène à ces concepts clés de bilinguisme additif et soustractif. Soustractif, c'est quand l'individu rejette sa langue et sa culture au profit de celle du pays d'accueil, jugée plus prestigieuse sur les plans économiques et culturels, et une situation de bilinguisme soustractif. Le mot le dit, soustractif. Les deux langues sont perçues comme
concurrentes plutôt que complémentaires, et l'apprentissage de la langue dominante, généralement donc qui est celle de la scolarisation, s'effectue au détriment de celui de la langue maternelle. L'apprenant ne souhaite plus parler, oublie sa langue maternelle. C'est un bilinguisme soustractif. Je rappelle que l'école, on est là pour apprendre en plus, pas en moins. À l'inverse, bilinguisme additif, l'acquisition de la deuxième langue permet à l'élève de maîtriser un outil de communication et de pensée complémentaire sans que le maintien de sa première langue soit menacé. Alors, ce qui est vraiment intéressant de savoir et vraiment de réaffirmer à chaque fois, les situations de bilinguisme additif que nous allons mettre en place pour que l'enfant perçoive que sa langue maternelle est reconnue, et bien ces situations, elles ont un effet positif sur les apprentissages langagiers et cognitivo-langagiers. Et c'est ça la démonstration qu'on va pouvoir faire tout au long de la soirée. Donc, condition facilitante, un élément clé de cette condition facilitante pour apprendre la langue seconde et mettre en œuvre une éducation inclusive, c'est donc bien de créer un climat positif ouvert à la diversité linguistique et culturelle qui permet aux élèves issus de l'immigration, allophones, plurilingues en émergence, qui leur permet de mobiliser, de confronter, d'utiliser leurs connaissances et leur habileté langagière dans différentes langues, qui leur permet de s'engager activement dans l'apprentissage du français et l'appropriation de nouveaux savoirs au moyen du français. Alors, on va donc insister sur cette dimension, ce pointe du prisme, comment légitimer le bagage linguistique et culturel, comment faire de l'éveil aux langues, comment favoriser l'ouverture à la diversité linguistique. Dans ces cas-là, l'enseignante, elle considère les expériences et les connaissances des enfants et de leurs familles comme des richesses et non comme des obstacles, en particulier donc ces langues. L'enseignante, elle a à cœur de reconnaître ces langues maternelles. Ce n'est pas comme si on oublie qui on a en face de nous. On a en face de nous cette petite jeune fille qui nous parlait tout à l'heure et qui nous explique qu'elle parle 4-5 langues. On a cette curiosité, on a cet intérêt à reconnaître son bagage. On légitime, on valorise les allers-retours entre les différentes langues du répertoire linguistique de l'apprenant. Comment faire ça? Alors, comment faire ça? Faire des activités d'éveil aux langues, utiliser la littérature de jeunesse. On aborde ces 2 points, mais sur le site Elodil, vous avez beaucoup de ressources, des vidéos, des guides, tout est gratuit, tout est accessible. Il n'y a plus rien à vendre, ça c'est le paradis, de pouvoir présenter en n'ayant rien à vendre, juste vous dire que c'est vos collègues, ces enseignantes, ces collègues CP qui ont permis à ce site d'exister. Alors, notamment, vous trouverez sur le site Elodil un guide pédagogique avec plein d'activités. On appelait ça les activités apéritives, c'est-à-dire que vous pouvez lire ça sur un coin de la table dans la salle des professeurs et le mettre en place 1 heure plus tard dans votre classe parce que tout est là. Alors, des exemples pour le préscolaire, la fleur des langues, les bonjours, je vous en présente une illustration dans la diapo suivante. Le cri des animaux, succès assuré. Le cri des animaux, c'est rappeler que les animaux ne font pas le même cri selon les langues dans lesquelles on a interprété le cri physiologique de l'animal. Et je me permets toujours de rappeler que j'ai toujours été choquée quand à 4-5 ans, on m'a expliqué que le coq anglais, le coq français, là, c'est un coq lourd. Hein, il est puissant, le coq français, c'est cocorico, puis il est là, hein, c'est l'emblème français. Et bien, quand j'ai appris que le coq anglais faisait coq-doodle-doo, je trouvais ça très snob et ça m'avait vraiment beaucoup choqué, le coq-doodle-doo. Je trouvais que ce n'était pas crédible comme coq. Alors, vous avez aussi au préscolaire les mots doux, les comptines. Donc, tout ça, ce sont des activités qui sont présentes dans le guide. Oui, je vois des mentions de rire. Je ne plaisante pas le coq-doodle-doo. D'abord, je n'arrivais même pas à dire le doodle-doo, là, en fait. Alors, la fleur des langues. La fleur des langues, c'est une façon de vraiment réaliser de l'éducation inclusive dans sa classe de maternelle. Bon, on le sait, tous les professeurs, tous les enseignants de préscolaire ont un abonnement à Dolorama, etc. Donc, vous trouvez évidemment, vous pouvez aller chercher votre matériel à Dolorama, découper des fleurs des langues, les planter dans de la mousse, créer un lien avec les parents pour aller valider comment on dit bonjour dans différentes langues. Et vous avez votre fleur des langues dans la classe. Et le français a pleinement sa place. Vous avez le droit d'avoir une fleur en français plus grosse parce que c'est votre lien. C'est votre lien et vous avez la responsabilité, la fierté et la mission de leur apprendre le français. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous faites une activité, de mentionner explicitement le mot de
c'est en français. Dans quelle langue on vient d'écouter? Dans quelle langue je vais vous lire cet album? Mentionnez le mot français. C'est encore une fois mission, fierté, engagement, notre boulot. Voilà, reprendre le français. Mais encore une fois, ça n'implique pas le rejet des autres langues. Donc, vous avez votre fleur des langues. Donc, au préscolaire, c'est très important au niveau clarification cognitive parce qu'il y a des enfants, ils n'ont pas encore réalisé, notamment à 4 ans, 5 ans, qu'ils parlaient plusieurs langues. Ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas fait la distinction. Donc, ça aide très explicitement les enfants à réaliser. Donc, vous avez un enfant qui s'exprime dans une langue. Oh, dans quelle langue tu viens de parler? On discute dans quelle langue ils viennent parler. Donc, on sort la fleur des langues, on explique un petit peu. Et là, on ramène la fleur en français. Est-ce qu'il y a des amis qui pourraient nous le dire en français? Donc, vous voyez, on a vraiment cette symbolisation explicite avec le jardin des fleurs des langues au préscolaire. Alors, un exemple qui a été réalisé en 2019 à la CSNB, donc de pratique d'éveil aux langues et de développement de l'oral au préscolaire. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ton pétale? Jumbo. Jumbo, bravo, ma championne. C'est dans quelle langue? Swahili. Ah, Swahili. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jumbo? Jumbo, ça veut dire bonjour. Bonjour, c'est vrai. On va aller mettre le pétale, on va le mettre à côté. Ni hao. Ni hao. Ni hao, ça veut dire quoi, mon beau Johan? Bonjour. Et c'est dans quelle langue? C'est noir. Bonjour. Bonjour, excellent. Et ça aussi, c'est dans quelle langue? En français. En français, hein? On a dit bonjour dans combien de langues? Dans 9 langues différentes. Alors, on entend mon chien qui aboie, classique. Et, donc, encore une fois, on voit de façon explicite comment on peut pratiquer de l'éveil aux langues. Vous avez vu son format de fleur des langues qui était différent du jardin, je vous ai proposé, mais vous êtes tous des professionnels, vous avez tous de l'imagination. Une fois que vous avez ce désir, cette ouverture, cette curiosité, les idées, elles viennent. Alors, aborder la diversité au moyen de la littérature de jeunesse. Là encore, vous avez sur le site, gratuitement, dans la section littérature de jeunesse, fiche d'exploitation. Merci aux superbes collègues Lucie Saint-Hilaire, Marie Desilets et Manon Pelletier qui ont développé des fiches pédagogiques pour exploiter des albums, notamment plusieurs au préscolaire. Alors, ils ont été construits avec l'ancien programme, mais bon, vous vous rendrez compte que ça reste tout à fait valide. Alors, vous avez une bibliographie disponible sur le site Elodil. On fait référence aussi à Kaléidoscope, à tout l'énorme travail qui est fait j'enseigne avec la littérature de jeunesse. Donc, des ouvrages qui vous parlent de la diversité. Petit coin de rien du tout. Alors, je vous suggère vraiment d'aller voir la fiche d'exploitation, de regarder la vidéo. C'est donc l'histoire d'un carré bleu qui souhaiterait rentrer dans la maison de ses amis, les petits ronds, et qui a quelques difficultés. Et on voit des élèves en bas à qui on fait manipuler donc la maison des ronds et qui doivent justifier, trouver des solutions. Donc, c'est tout un débat sur comment faire en sorte pour vivre ensemble. Donc, 4 petits coins de rien du tout. Donc, des livres qui mettent en valeur la diversité linguistique, les petits noms d'amour autour du monde, les cris des animaux de Paris à Pékin, Je t'aime, le livre qui parlait toutes les langues, donc je passe rapidement, vous pourrez les retrouver dans la biblio, les petits noms d'amour autour des langues, Lumière de mon cœur, Habibi, chérie en arabe, Je t'aime, donc elle fait le tour de son immeuble pour recueillir Je t'aime dans plusieurs langues. Le cri des animaux dont j'ai parlé, donc le waf waf, waouh waouh, babao, etc. Le livre qui parlait toutes les langues, c'est un livre avec des CD où on peut écouter un conte en ayant accès en version donc audio à une vingtaine de langues.
Alors, on peut aussi, de façon générale, exploiter des livres bilingues. Vous trouverez sur les sites des propositions donc, de projets qui ont été, encore une fois, réalisés dans des classes. Alors, je mentionne notamment que la lecture plurilingue à l'école Camille Lorrain, nous, on n'a rien fait. On est juste allé filmer un superbe projet. Donc, vous y avez accès sur le site Elodil, comment faire, exploiter des livres bilingues. On peut aussi le faire tout simplement à partir d'ouvrages en français. Donc là encore, vous avez l'illustration d'un projet qui a été réalisé dans une classe de 4 ans à partir de l'album Le Machin, qui est un conte randonnée où des animaux trouvent une pièce de tissu et chacun des animaux qui voit cette pièce de tissu pense que c'est une écharpe, une jupe, etc. Et donc, cette enseignante, elle a lu et relu le texte en français, puis elle a demandé à des mamans de venir, donc des mamans qui parlaient différentes langues maternelles, de venir jouer le rôle de l'un ou l'autre des personnages et de dire en arabe, en ourdou, en tagalog, de jouer le rôle du personnage. Là encore, cette vidéo montre à quel point les enfants de 4 ans sont fascinés de voir leur mère parler leur langue maternelle en milieu scolaire. Le français, encore une fois, a pleinement sa place et les langues maternelles des élèves ont aussi leur place à l'école. Donc, ça stimule les échanges. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Donc, cette vidéo est accessible sur le site. Alors, je viens peut-être au cœur de la présentation, même si le reste était quand même déjà intéressant, j'espère pour vous. Les albums plurilingues Elodil, c'est donc le dernier bébé des projets Elodil. Alors, c'est une application qui a été créée par Armand, Gosselin, Lavoie et Ménard en 2019 avec conception technique Tomorrow. Et donc, ça a été développé dans le cadre d'une recherche-action, mais le plus important, et je tiens vraiment à ce que vous preniez la note tout de suite, les albums et les fiches pédagogiques qui sont associées sont accessibles gratuitement sur la plateforme Mosaïque dans vos centres de services scolaires grâce au projet Biblius, qui est cette plateforme de prêt numérique gratuit qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation. Donc, ça rend ces albums et ces fiches pédagogiques disponibles dans toutes les bibliothèques scolaires du Québec. Donc, ça, c'est vraiment une grande satisfaction qu'un projet qui a émergé à Montréal puisse maintenant être accessible dans tout le Québec, ce qui permet à tous les élèves du Québec d'être familiarisés avec le plurilinguisme et d'écouter dans différentes langues à partir de livres extraordinaires. Alors, 11 albums ont pu être traduits, des albums récents, des albums pertinents, des albums qui portent sur le vivre ensemble, qui portent sur des éléments de culture québécois. Donc, on va vous parler d'une moufette, on va vous parler des pommes, on va vous parler, devinez, de l'hiver. Je crois que c'est une caractéristique québécoise. Et donc, des livres où il y a de l'humour, des livres où il y a du sérieux, des livres où il y a des enjeux philosophiques, encore une fois, de parler de thématiques sensibles, et on peut le faire dès 5 ans, vraiment. Alors, comment ça se passe? J'ai pris une capture d'écran, j'espère qu'on aura le temps d'explorer rapidement, mais sinon, mosaïque ce soir avec votre courriel de centre de service. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez l'album qui est donc en plein écran. Vous avez une petite flèche bleue qui permet qui se déplace de paragraphe en paragraphe et qui vous permet de faire le lien avec la traduction qui est ici. Vous avez un menu déroulant où vous avez un certain nombre de langues qui ont été voyons. Le texte a été traduit dans 22 langues différentes et vous y avez accès par le menu déroulant. Tous les 11 albums ont été enregistrés en français par une conteuse, donc c'est très vivant et très, très, très bien enregistré. Et pour un certain nombre d'albums, pour 7 albums dans 11 langues, vous avez aussi l'enregistrement dans les autres langues. Donc, vous avez ici des jeux qui sont à découvrir. Donc, je vous les montre. Donc, vous comprenez le principe. Là, vous pouvez afficher donc, sur votre tableau numérique l'album en double page, l'écouter en français, sélectionner la langue dans laquelle il est traduit en bas, l'écouter selon le meilleur des cas dans cette langue. Les 22 langues
anglais, arabe, atikamekw, bengali, chinois, créole, espagnol, grec, inou, italien, kabyle, ourdou, pendjabi, persan, portugais, roumain, russe, swahili, tagalog, tamoul, turc et vietnamien. Je me permets de dire qu'il n'existe aucun autre produit à travers le monde qui est allé chercher des traductions d'albums français dans autant de langues différentes. Donc, c'était les langues les plus parlées dans les écoles québécoises, les langues aussi les plus parlées dans les quartiers où a eu lieu la recherche-action, notamment bengali, tamoul, pendjabi, et aussi, très clairement, on avait le désir d'intégrer des langues autochtones, l'atikamekw et l'inuaïmoun. Donc, tous les albums sont enregistrés à l'audio en français et 10 langues enregistrées à l'audio pour 7 albums. Vous aurez donc plaisir d'entendre parler créole, bengali, ourdou, pendjabi, russe et tamoul. Alors, vous avez aussi des jeux, je verrai si on a le temps de les ouvrir. C'est des jeux qui travaillent la discrimination auditive, la discrimination visuelle et qui utilisent la diversité linguistique, donc qui reprend des mots à l'écrit et des mots à l'oral qui sont présents dans les albums et qui permet de faire donc ce travail de discrimination auditive et visuelle, évidemment très pertinent au préscolaire et qui est tout à fait ancré avec notre enjeu, ouvrir à la diversité linguistique. Alors, tout ça fait l'objet d'une recherche-action avec des fabuleux collègues, avec Catherine Gosselin, ici présente, Hélène Turgeon, Geneviève Audet, Corinna Bourrier-Nadeau, José Charette. Donc, nous l'avons terminé en 2021. Alors, je voudrais maintenant très rapidement vous permettre d'explorer. Donc, quand vous arriverez sur Biblius et que vous sélectionnerez l'un des albums Elodil, ce qui est important ici, c'est de cliquer sur « Emprunter avec Elodil ». Donc, ça va être ça qui va faire la différence. Donc, j'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc, je suis terrible. Alors, je suis terrible, c'est un ouvrage de Élise Gravel dans lequel un pauvre monstre essaye désespérément de faire peur à une petite fille. Ça ne marche pas du tout, elle reste tout à fait... elle finit par lui faire un câlin pour le désamorcer pendant que le chien, lui, hurle de peur. Alors, donc vous avez donc l'album, donc l'album au complet, accessible gratuitement. Donc, regarde-moi, je suis terrible, regarde mes dents pointues. Regarde mes dents pointues. Et vous avez l'arabe qui est affiché, vous pouvez l'écouter en arabe. انظري إلى أسناني المدببة. Et voilà, il a bien dit en arabe. Et on pourra l'écouter en créole, en créole haïtien. Gardez boule j'aime. Mais gros sein. Donc, vous comprenez le principe. Là, vous avez les fameux jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'abordera pas. Et vous avez les fiches. Donc, je vais mettre maintenant l'accent sur les fiches qui vous outillent, qui sont vraiment... on n'est pas du tout dans le prescriptif. Hein. On est là pour vous outiller. On est là pour vous proposer des activités qui répondent au programme, comme on va le voir, avec une perspective de mettre l'accent sur le jeu, sur la réflexion, mais avec cette perspective de plurilinguisme. Alors, je vais revenir à la présentation. Je vous laisse explorer par chez vous donc la plateforme Biblius. Recherche-action dit participation active, et je les remercie encore des enseignantes, des CP, des collaborateurs des milieux de pratique, d'autres collaborateurs, donc vraiment beaucoup de beau monde qui nous ont permis de réaliser ces albums et cette fiche pédagogique. Alors, je rappelle le prisme. Le légitimer, le bagage linguistique, soutenir l'apprentissage du vocabulaire et favoriser les interactions orales. Et on va mettre notamment l'accent sur le développement de la compréhension orale de récits à travers l'approche de lecture indiciaire développée par Hélène Turgeon, collègue, professeur-chercheur à l'UQAM. Et on va également mettre l'accent sur le développement des habiletés narratives avec tout le travail qui est fait par Catherine Gosselin-Lavoie. Alors, je vous illustre quelques exemples des fiches pédagogiques, toujours sur le même album, Je suis terrible. Alors, vous trouverez dans la préparation à la lecture l'accent mis sur le vocabulaire, hein, on est logique dans notre prisme, le vocabulaire avec des murs de mots, avec des affiches, donc on sélectionne un certain nombre de mots, un monstre, des dents pointues, des yeux énormes, vous avez tout le matériel qui est là, que vous pouvez découper, afficher et mettre sur un mur de mots. Ce mur de mots, ça permet d'être très actif, de faire plein d'activités, on enlève un mot, quel mot j'ai enlevé, des choses très simples, hein, où on les met en désordre, on demande aux élèves, aux enfants de les reclasser selon vos consignes. Un mur de mots, c'est vraiment
bel outil pour travailler le vocabulaire. Alors, on a pensé à vous, vous n'avez pas toujours le temps de chercher comment définir un mot, les synonymes. Donc, vous avez une fiche de vocabulaire à l'intention de l'enseignante pour vous préparer. Vous êtes prête pour expliquer les mots de vocabulaire. On met l'accent sur la collaboration avec la famille. Vous avez un feuillet que vous pouvez imprimer qui précise aux parents. Ah oui, j'ai oublié de le dire, cette application, évidemment, à travers Biblius, peut être ouverte à la maison. Donc, vous pouvez travailler à l'école et aussi demander aux parents, en leur transmettant leur feuille d'information, en disant, écoutez, cette semaine, on va explorer Je suis terrible, vous pouvez le voir, donc vous donnez les moyens de rejoindre la plateforme, ils y ont accès, les parents, en milieu familial, et on leur dit aussi, il y a des mots de vocabulaire sur lesquels on va travailler, ça vous tentez de les voir avec vos élèves en français ou dans d'autres langues. Donc, toujours cette collaboration, ouverture à la diversité linguistique. Donc, toujours dans l'animation 1, on va mettre l'accent sur la compréhension orale de récits en français. Et je le rappelle, ayez cette fierté, cet engagement, cette motivation à dire, écoutez, on va l'écouter en français. Et Hélène Turgeon a fait ce travail de rendre systématique une approche au moyen de questions pour permettre aux enfants de développer leur habileté à produire des hypothèses, les justifier et ensuite les valider. Donc, elle a ce travail qu'elle appelle, c'est vraiment chez Sherlock Holmes en tête, mais vous voyez ce que je veux dire, être un détective pour produire une hypothèse, la justifier et ensuite la valider. Donc, travail systématique fait par Hélène Turgeon sur la lecture indiciaire. Donc, dans l'animation 1, on commence aussi à ouvrir à la diversité linguistique, on fait écouter le titre dans différentes langues, mais on a mis l'accent, encore une fois, sur la place et l'importance du français. Dans l'animation 2, on est au cœur de l'ouverture à la diversité linguistique et on est au cœur de ce travail pour développer les capacités métalinguistiques. Alors, on va jouer avec le matériel, on va faire écouter, on va faire observer la présence de mots qui se ressemblent, monster, monstro, on va observer la présence de langues du même nombre de lettres, on va observer qu'il y a des lettres qui se ressemblent, quelles que soient les langues. Donc, vous avez ici dans l'animation 2 tout un tas de propositions d'activités avec des précisions qui vous permettent, parce qu'on comprend bien que on ne parle pas les 180 langues de nos élèves, on a besoin d'un petit peu de soutien pour travailler le plurilinguisme. Donc, on va faire comparer, attirer les mots sur l'interjonction a qui exprime le rire, faire observer qu'on ne rit pas de la même façon selon les langues. Donc, on continue à travailler dans l'animation 2 le plurilinguisme. Dans la 3, on va mettre l'accent sur la production narrative. Donc, on va se donner les moyens et on met beaucoup au niveau dans les propositions qu'on fait, on propose beaucoup de mettre les enfants en diade ou en petits groupes pour augmenter leur temps de parole. Donc, vous pourrez trouver des propositions et des activités au moyen. Par exemple, vous trouverez tout ça, encore une fois, comme matériel pour faire des marionnettes et jouer l'album grâce à des marionnettes pour développer la production narrative. La même chose, on avait travaillé avec une visite inattendue, c'est l'histoire d'une moufette qui bloque l'entrée de la porte à une petite famille qui revient en voiture et qui doit trouver des solutions pour éviter évidemment de se faire arroser par la moufette. Donc Catherine Gosselin et moi, on a travaillé pour offrir aux enseignantes de la recherche-action beaucoup de petits personnages et des maquettes pour travailler la production narrative. Alors, on a conçu et mis à l'essai des activités pédagogiques en collaboration avec des enseignants pour 7 des 11 albums. On a mis en œuvre cette intervention dans 10 classes expérimentales, on parle de 136 enfants, et les résultats ont été, la progression des enfants a été comparée à celle d'enfants de 6 classes d'un groupe contrôle, qui eux avaient les albums, mais en français uniquement, et n'avaient pas le même accompagnement au niveau des modalités de soutien à l'intervention. Mais ils avaient les mêmes albums et ils les animaient de façon comme ils le font habituellement, parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui lisent des albums en classe et font des activités de lecture partagée. L'intérêt d'avoir un groupe contrôle, c'était de pouvoir observer ce qu'allait apporter de façon différentielle l'approche plurilingue. Alors, des instruments de mesure, on a mesuré les concepts de l'écrit, l'acquisition du vocabulaire, la compréhension orale de récits, le rappel de récits, les représentations sur les langues, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que vous avez tout
accessible sur le site Elodil, à l'onglet Album plurilingue. Vous avez tout accessible, toutes les publications sont accessibles. Je voudrais quand même vous parler des résultats, quelques résultats clés. Ce qui m'a le plus frappé dans les premiers résultats qu'on a eus, c'est que les enfants du groupe expérimental se sentent plus capables d'apprendre le français. Notre intervention a eu un effet sur le sentiment de compétence. Ils aiment davantage parler en français. Ils aiment davantage écouter des histoires en français que les enfants du groupe contrôle. Également, ces enfants qui ont bénéficié de l'intervention pensent qu'ils sont capables d'apprendre la langue de leurs parents. Ils aiment écouter des histoires dans la langue de leurs parents. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que le détour par d'autres langues renforce l'engagement des enfants à apprendre le français. Pour moi, c'est énorme de penser que si on impose le français en tout temps, ils vont mieux apprendre. On est en train de dire exactement le contraire. On a une comparaison entre un groupe expérimental, un groupe contrôle. Le détour par d'autres langues renforce l'engagement des enfants à apprendre le français et développe leur sentiment de compétence. C'est énorme ce résultat, c'est beau. C'est de dire que plus on est inclusif, plus on a des résultats. Alors, du côté des enseignantes, donc encore une fois, tous les articles sont là, vous pouvez plonger. Je rappelle que les enseignantes ont dit que sans cette application, le projet n'aurait pas pu se faire. Sincèrement, le fait d'avoir accès à des livres traduits dans autant de langues a donné un sens à mes interventions, ça a donné un sens aux approches plurilingues. C'est un gros plus, c'est stimulant et moderne. Pour ceux qui l'auront utilisé, c'est le sac d'histoire version numérique. En ce qui concerne les apprentissages, la majorité ont observé le développement des habiletés de compréhension orale, la capacité de réfléchir et d'échanger sur des sujets éthiques et sensibles, CF, les sujets qu'on a choisis, et l'acquisition de nouveaux mots. Et aussi, elle note l'engagement des élèves. Enfants attentifs, toujours contents, intéressés, motivés, ils veulent participer. Ils notent la fierté des enfants face à leur langue et aussi le renouvellement des liens avec les familles dans les milieux pluriethniques. Autre résultat, on observe aussi des effets positifs sur le développement de la compréhension orale de récits. Regardez l'article de Hélène Turgeon. Sur le développement des habiletés narratives, Catherine Gosselin a défendu avec brio une thèse sur ce sujet-là. Développement du vocabulaire et développement du concept de l'écrit. Le fait de comparer dans différentes langues leur a permis de mieux repérer le titre, de mieux comprendre le concept de mots, de phrases, etc. Les concepts de l'écrit. L'orientation de l'écriture est plus développée chez les enfants qu'on pourrait penser qu'on aurait pu mélanger en leur parlant de l'arabe, etc. Au contraire, ça leur a permis de clarifier leur compréhension de l'orientation en français. Encore une fois, tout est là dans les publications. Conclusion. Il est donc possible de soutenir ces jeunes enfants biplurilingues en émergence en mettant l'accent sur une acceptation et un respect de leur bagage linguistique conçu comme une richesse et non comme un obstacle à l'apprentissage de la langue d'enseignement. Et c'est le programme cycle de l'éducation préscolaire à la page 41 qui nous l'affirme et notre recherche permet de dire oui, ça a du sens. Un petit clin d'œil pendant la Covid et quand les écoles ont été fermées, grâce à la générosité du ministère de l'Éducation, l'application a été disponible dans tout le Canada et on a pu, grâce à un petit espion, entre le 21 avril et le 30 juin 2020, il y a eu 58 000 visites. Ça a été utilisé dans près de 400 villes canadiennes, donc évidemment la majorité au Québec. Ça correspond à un besoin. Pendant l'enseignement à distance, ça a permis de travailler avec les familles issues de l'immigration. C'est un outil utile, très clairement. Alors, un petit clin d'œil au programme cycle de l'éducation préscolaire pour mettre l'accent sur les fondements de notre approche, il est soutenu par les propos du programme cycle. Donc, on est vraiment... l'équipe école est invitée à porter une attention particulière à la langue maternelle de l'enfant et de sa famille pour accueillir et respecter la diversité de chacun. Les langues, c'est important. Donc, les liens sont faits entre la langue d'enseignement et la langue première de l'enfant. Mais la plupart des enseignants nous disaient, nous, on veut bien, mais là, on a enfin les outils pour le faire. Donc, c'est ça, page 7 du programme cycle. Plus précisément, on rappelle que la communication se développe dans un environnement qui fait preuve d'ouverture à la diversité linguistique et qui se caractérise par le soin et l'intérêt accordé par les adultes au langage oral et écrit dans l'entourage de l'enfant. Et là, on parle des langues différentes de l'entourage de l'enfant. Alors, encore une fois, parce que j'aime bien la répéter, cette phrase-là,
Les enfants ont besoin de percevoir une acceptation et un respect de leur bagage linguistique conçu comme une richesse et non comme un obstacle à l'apprentissage de la langue d'enseignement. Et dès que vous mettez en place ces actions dans la classe, vous vous rendez compte vraiment du retour extrêmement positif, de l'ouverture des enfants. Le cœur et la tête sont ouverts. Il est donc suggéré, page 42, que l'enfant pourrait recourir à sa langue première pour s'exprimer, prendre conscience des similarités et des différences entre la langue d'enseignement et les autres langues, voir l'animation 2 dans nos fiches pédagogiques. Ainsi qu'on peut le constater, le programme SIC de l'éducation préscolaire met l'accent sur une éducation inclusive. En milieu pluriethnique et plurilingue, mettre en place un terreau favorable au développement global de l'enfant et à ses apprentissages implique de lui permettre de s'exprimer dans sa langue maternelle tout en soutenant son apprentissage du français. On n'a absolument pas besoin d'opposer les deux, on s'en rend compte dans les données de recherche. Imposer à un jeune enfant de parler en français à tout moment et en tout lieu est contre-productif. En fait, on lui impose dans plusieurs cas de se taire tout au long de sa journée. Le censurer, le pénaliser, le punir, alors qu'il s'exprime sur un jeune enfant de façon spontanée pour ses besoins de communication, relève clairement d'une perspective assimilationniste à bannir de nos écoles. Alors, une petite nuance ici. Les enfants de familles migrantes n'ont pas forcément envie de parler de leur langue d'origine, n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur leur langue et leur pays d'origine. Un enfant ne doit pas devenir le ou la porte-parole de sa langue et culture. Il développe une compétence plurilingue qui s'appuie sur toutes les expériences langagières. Le français fait partie de son bagage. Donc, ne pas évoquer un enfant en disant « comment on le dit dans ta langue ?» Ta langue, en ayant en tête sa langue de sa famille, c'est comme si ta langue excluait le français. Soyons inclusifs. Donc, des phrases comme « dans une langue que tu connais, une langue parlée dans ta famille », rappeler sans fin à l'enfant que le français fait partie de son bagage et que vous êtes là pour l'aider dans cet apprentissage. Et je rappelle aussi que c'est valide tout ce qu'on fait ici. Les fiches ont été conçues pour être utilisées dans tout le Québec et pas uniquement dans les milieux pluriethniques. Ça a été vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce que c'est pour tous les enfants du Québec. Le programme rappelle aussi dans le domaine cognitif qu'on vise à ce que l'enfant parle de sa famille et de son vécu, montre de l'ouverture et de l'intérêt et à l'égard de la culture, et j'ajouterai de la culture et des langues des autres. Donc, il va développer, si vous travaillez avec ces outils-là, avec des enfants monolingues, il va développer une plus grande discrimination auditive, ce détour par d'autres langues va l'amener à avoir un autre regard par rapport au français et va soutenir ses apprentissages, ses capacités métalinguistiques. Alors, je vous laisse lire dans les langues que vous connaissez. Je vais me permettre de dire merci, thank you, gracias, et puis je vous laisse lire tous les autres merci qui sont là. Alors, voilà, vous comprenez pourquoi je n'ai pas encore compris le concept de retraite, mais je pense qu'avec des personnes qui sont là, en pleine semaine, en train d'écouter cette conférence, je pense que je suis avec des convaincus de la beauté de l'engagement en éducation. Alors, je vais terminer le partage. Catherine Gosselin est là pour gérer les questions-réponses et relancer un peu le débat. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à commenter ce que vous a paru le plus important dans cette présentation. Merci Françoise pour ta présentation. Il y a déjà des questions auxquelles tu as répondu au fil de ta présentation. Donc, les questions devançaient ce que tu allais dire, mais il y a déjà quelques petites questions techniques par rapport aux albums plurilingues et l'ODIL. Quelqu'un se demande si ça peut être accessible pour les CPE. Donc, je ne sais pas si tu voudrais en glisser un mot. Puis d'autres personnes se demandaient aussi, tu en as parlé, mais si ça pouvait être accessible aux parents. Donc, je pense que tu pourrais le répéter pour que l'info... Alors, actuellement, droit d'auteur, c'est un énorme projet. Hein, la plateforme Biblius est assez unique au monde. Hein, j'avoue que vraiment chapeau au ministère de l'Éducation d'avoir financé. Ça permet d'emprunter des livres à travers tout le Québec gratuitement. Et encore une fois, donc, les livres sont accessibles en milieu familial. Donc, pour le moment, c'est dans les centres de services scolaires, mais le ministère est actif pour l'ouvrir plus largement.
notamment la formation des enseignants. Pour la petite histoire, je n'y ai pas accès parce que je n'ai pas de courriel de centre de service scolaire et mes collègues chargés de cours et professeurs à l'université ne peuvent pas le présenter à leurs futurs enseignants parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de courriel de centre de service, mais c'est en train de bouger. En ce qui concerne les CPE, j'ai aussi mentionné au ministère que oui, j'ai des demandes. Et ça me paraîtrait tout à fait pertinent. Donc, je relance, j'appuie régulièrement le fait que plus c'est ouvert, mieux c'est à tous les niveaux. Donc, voilà pour la réponse parents, oui, CPE c'est en cours et ouvert plus largement que dans les centres de services scolaires. Merci. Puis il y a aussi 2 questions qui allaient dans le même sens. Quelqu'un se demande qu'en fait, c'est bien de dire aux parents de s'adresser à leurs enfants dans les langues maternelles pour favoriser les transferts entre les langues. Puis l'autre question, quelqu'un demande pour le préscolaire, lors des jeux libres, ça serait bon de laisser parler l'enfant dans une autre langue pour mieux socialiser. Alors, il y a des enjeux. Par exemple, j'avais une question hier, ce matin encore, d'une enseignante qui me dit « Oui, je veux bien, mais dans les jeux libres, ils se mettent à parler en anglais. » Et on a évidemment cette question, et il faut la regarder, c'est que dans des milieux fortement anglicisés, dans l'environnement de l'enfant, de la famille, les enfants peuvent avoir tendance à adopter l'anglais comme langue commune. C'est là que notre rôle notre mission de francisation est importante. Régulièrement mentionner le français, régulièrement affirmer notre rôle comme passeur de français, mais le faire avec cœur et passion, c'est important. Et parfois, si vraiment dans la classe, vous voyez dans le coin jeu que ça se passe en anglais, allez-y dans le coin jeu. Évoquer le français, leur dire ça serait important. Il y a des contrats à passer, même avec des enfants du préscolaire, en disant ça serait important. Oui, l'anglais, je vois que vous le parlez, mais est-ce qu'on pourrait aussi le faire en français? Mais allez vous asseoir avec eux dans le coin jeu, parlez en français, embarquez dans la conversation. Vous allez voir, ils vont se mettre au français. C'est pas facile, hein. On est dans un enjeu, on le sait, de lutte de pouvoir avec le français et l'anglais, c'est évident. On ne se le cachera pas. Hein. Quelle était la question? Oui, c'est ça. Mais vous pouvez avoir des moments de contrat avec les enfants, notamment avec les fleurs des langues. Vous pouvez à un moment donné leur dire vous allez dans le coin jeu, est-ce que cette fois-ci vous voulez parler juste en français? Allez, on y va juste en français. Ils prennent leurs fleurs des langues et puis ils font l'effort de parler en français. Puis il y a d'autres moments, ils vont dans le coin jeu avec des fleurs des langues dans d'autres langues. L'explicitation permet de rendre le contrat visible. Et encore une fois, n'hésitez pas, il y a une comptine, vous la chantez en français, dites-le que c'est en français, dites-le. Rendez la place du français visible. Je ne sais pas si ça répond, hein, c'est des sujets importants, sensibles, on n'a pas toutes les réponses. Il y avait une autre question, justement. Quelqu'un disait, à mon école, en milieu plurilingue à 80%, les enseignantes de maternelle 4 et 5 ans parlent d'emblée en anglais aux élèves. Que penser de cela? Donc, tu viens d'y répondre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Parfois, c'est ça, le petit détour un peu facile, ça serait d'avoir recours à l'anglais. Alors oui, on va avoir recours à l'anglais pour sécuriser un enfant. Ce n'est pas le moment d'avoir des enjeux de francisation quand vous avez un enfant en larmes parce qu'il a peur de faire pipi, parce qu'il ne sait pas comment demander les toilettes. On n'est pas bête là, on a du gros bon sens. Mais rapidement, rouvrir au plurilinguisme. Communiquer avec les parents, ne le faites pas systématiquement en ajoutant l'anglais. Si vous communiquez avec les parents en envoyant un message en français par courriel, ça leur permet, eux, d'aller utiliser Google Translator. Ne pas passer le message que juste français-anglais, puis c'est bon. Il faut continuer à valoriser le plurilinguisme. C'est une façon de remettre, si vous permettez l'expression, l'anglais à sa place parmi les autres langues. Merci. Et ensuite, 2 questions dont la réponse va être similaire. Quelqu'un demandait quelles autres recherches récentes et accessibles permettent d'appuyer les approches d'éveil aux langues. Puis, il y avait aussi, est-ce qu'on pourrait avoir davantage d'exemples concrets de pratiques à adopter en classe afin de valoriser la diversité linguistique? Alors, les exemples concrets, vraiment, vous les avez, j'ai mentionné dans cette présentation, il y a plusieurs vidéos très explicites. Il y a un guide pédagogique avec des activités clés en main. Donc, les exemples sont là, vraiment. Regardez le site Elodil et je le redis, la relève est là.
les travaux de Catherine Gosselin sur les habiletés narratives vont faire l'objet aussi de diffusion. Catherine, permets-moi de le dire, mais tu es en train déjà de déposer un projet pour prolonger un tel projet en première année du primaire. Oui, il y a des ressources. Dans tous les articles, vous trouverez des références. On n'est pas les seuls au monde, loin de là, à soutenir l'intérêt des approches plurilingues. Toutes les références sont dans nos articles. Merci Françoise. Il n'y a pas d'autres questions, mais il y en a une qui a été posée. Tu lui as répondu un peu pendant ta présentation, mais je la repose parce que c'est intéressant. Quelqu'un demandait quels étaient les effets des approches d'éveil aux langues sur les enfants francophones. Alors, écoute Catherine, j'ai envie de te laisser la parole parce que tu as récemment remis en place des activités, parce que dans le cadre de la grande recherche, on n'a pas nécessairement mis l'accent sur les enfants francophones, mais tu as des éléments de réponse et si tu veux en parler. Oui, ben, je peux évoquer la recherche de type ethnographique que j'ai menée dans ma classe l'an passé. En fait, de novembre à juin, j'ai mis de façon quotidienne en place des activités d'éveil aux langues, des approches plurilingues, ce qu'on appelle aussi des pédagogies de translanguaging, donc m'adresser aux enfants qui étaient en apprentissage du français dans les langues qu'ils parlaient à la maison parce que j'avais la chance là, de pouvoir parler ces langues-là. Puis dans ma classe, j'avais environ la moitié du groupe qui étaient des enfants qui avaient été socialisés en français. Je dis socialisés parce que certains étaient francophones, donc les parents étaient francophones, mais d'autres avaient des langues d'origine autres, mais les parents leur parlaient en français. Puis j'avais aussi quelques élèves en apprentissage du français. Donc, j'ai quand même mis en place beaucoup d'activités d'éveil aux langues. Puis je vois que les enfants francophones ont tellement embarqué. Puis justement, dans le coin jeu, je ne sais pas si j'ai précisé, c'est en maternelle 4 ans, dans le coin jeu, j'avais des élèves francophones qui ne maîtrisaient pas nécessairement d'autres langues, mais qui utilisaient des mots dans d'autres langues qu'on avait vus pendant les activités. Je pense à un enfant qui s'est fait tout un arrangement avec des chaises qui représentaient une carriole, puis il a commencé à crier « caballo ». Donc, il y a vraiment une ouverture à la diversité linguistique qui s'est créée, puis j'ai fait des entretiens avec les parents, avec 16 parents qui, de façon unanime, m'ont dit qu'à la maison, les enfants parlaient de ces activités-là dans d'autres langues. Ils voulaient montrer aux parents qu'ils avaient appris un mot dans une autre langue. Donc, il y a vraiment un effet positif d'ouverture à la diversité linguistique chez les enfants francophones. Puis, ils sont vraiment intéressés à en savoir plus. Donc, je trouve que dans la société actuelle, c'est un incontournable, finalement, à faire dans toutes les classes. Voilà. Merci pour ton témoignage et vraiment, on sera très curieuse des mises à l'essai, de vos retours dans les milieux francophones. Encore une fois, tout est clé en main pour être utilisé dans des milieux francophones monolingues. Parce que maintenant, monolinguisme, ça devient presque une exception. Alors écoutez, il est 19h. Juste une question qui est vraiment importante. Je ne sais pas si je réponds. Mais quelqu'un demande par rapport à la loi 96 si ça vient contredire tout ce que tu es en train de dire. Donc, dans mon école, on nous interdit de parler dans une langue autre que le français. Donc, je ne sais pas si tu voudrais… Alors, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes casquettes. Il y a la casquette pédagogique, on s'appuie sur des recherches, on s'appuie sur notre vécu avec les élèves, où on sait que l'approche coercitive, elle a ses limites. Et puis, il y a la casquette politique, où on veut que le français prenne sa place, maintienne sa place au Québec. D'où la loi 96 qui impose qui propose vraiment de façon très… Oui, vous voyez mon malaise à en parler. Je crains effectivement que ça puisse avoir des contre-coups négatifs sur ces approches-là, mais j'ai tellement confiance dans les enseignants. Et les enseignants vont pouvoir doser, évaluer les conditions pertinentes. Il y aura des ajustements à faire par rapport à cette loi. On ne va pas demander à des parents réfugiés qui arrivent, qui sont en train d'apprendre le français, de se remettre de traumatisme. On ne va pas leur demander au bout de 6 mois de maîtriser le français. Excusez-moi, on a expliqué que le français, apprendre une langue seconde, ça prend du temps, c'est un processus exigeant. On ne pourra pas humainement exiger des parents
leur parler en français quand après 6 mois, leur enfant a peut-être des difficultés, qu'on veut leur expliquer ça, ça va être en français. Non, on va garder du gros bon sens, on va surtout garder notre humanité et on va trouver les moyens d'ajuster cette loi en gardant en tête le principe, c'est qu'on veut garder le français garde sa place au Québec, mais on va trouver une souplesse dans l'adaptation de cette loi. Donc, voilà. Humanité, souplesse, compréhension. Merci, Françoise. Alors, écoutez, merci beaucoup. Franchement, et encore une fois, bravo d'être là. On est tous des vaillants et des vaillantes. Hein, et merci pour l'éducation. On fait notre boulot, on le fait bien, puis on a à cœur de continuer à le faire. Alors, vous n'êtes pas à la retraite. Bonne journée demain. À bientôt. Au plaisir de vous croiser. On va laisser peut-être le mot de la fin à Marie-Françoise. Je vais dire que c'est juste un bonheur simplement d'écouter déjà, un bonheur d'être parmi vous aussi, tous qui êtes vraiment effectivement très nombreux ce soir, encore là. Et puis, je vais répondre alors à certaines questions. Si vous voulez la présentation de Françoise, nous avons réouvert pendant encore 24 heures la possibilité de l'inscription à cette formation sur le catalogue Continuum et le PowerPoint sera déposé dans la semaine qui suit cette présentation. Voilà, ça c'est bonsoir, mais je voudrais vraiment laisser le dernier mot à Françoise parce que c'est quand même pour elle que vous êtes. Ainsi que la vidéo, hein, il y aura la vidéo et le PowerPoint. Hein, voilà. Donc, si vous avez l'impression que ça peut alimenter une demi-journée, une activité pédagogique, n'hésitez pas. Voilà. Alors, mon chien qui aboie, à un moment donné, s'appelle Théo. Hein, faut quand même rendre à César ce qui appartient à mon chien. Donc, mon chien Théo a pris la parole dans cette vidéo. Alors, merci à Marie-Françoise, et à Mal, et merci à Catherine Gosselin-Lavoie, donc la relève, d'avoir assuré la gestion de l'accompagnement. Alors, très belle soirée, ça y est, il est temps. À la vôtre. Bye bye. Au plaisir.